Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gilles Fabre, donc, qui est directeur général d'Interroute France. Gilles Fabre, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, on va commencer par votre actualité à vous de la semaine. Donc, quel est votre choix parmi les centaines d'informations qui ont pu vous intéresser cette semaine? C'est pas faux, on est bien abreuvé d'informations de toutes parts. Ce qui m'a plutôt intéressé cette semaine, c'est pas de l'informatique, c'est pas de la technique, c'est plutôt un contexte général. C'est les rebondissements, et je pense qu'on est parti pour quelque temps, sur le Brexit. Oui, effectivement, c'est un début. C'est juste le début, on va rentrer vraiment dans le dur. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'incapacité de nos dirigeants politiques à apprécier le fait que c'est une opportunité. Et là, je fais le lien avec le business. C'est vraiment une opportunité pour les acteurs européens d'aller prendre des parts de marché à nos copains anglais. Alors, je ne devrais pas le dire ça, je suis quand même issu d'une boîte anglaise, mais... Copain entre guillemets, vous voulez dire? Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous faites référence à Boris Johnson qui voulait dérouler le tapis rouge au bon moment. Exactement. Et donc on va le dérouler dans l'autre sens. Exactement, on est dans un monde de brut quand même, hein, donc on essaye d'exister, l'Europe essaie d'exister. J'ai lu notamment que d'ici 2050, l'ensemble des pays européens allaient descendre en deuxième division. Donc on se bat réellement pour notre survie ici. Donc si les Anglais ne veulent pas jouer et le peuple anglais souverain en a décidé ainsi, nous on doit tracer notre route et faire en sorte que développer notre économie et survivre par rapport à des pays qui sont de la taille du continent. Alors effectivement, vous faites bien de dire anglais parce que finalement les Écossais, les Irlandais, eux, ils auraient envie de faire autre chose. Mais est-ce que vous auriez une idée particulière pour étayer un peu votre propos? C'est-à-dire en gros, quelles sont une opportunité qu'on pourrait prendre pendant cette période un peu difficile du Brexit? Eh bien, faire exactement ce que les Anglais ont voulu faire vis-à-vis des autres Européens, c'est-à-dire faire le tapis rouge pour les entreprises qui vont se rendre compte que l'Angleterre va ériger, enfin le Royaume-Uni pour le coup, va ériger des murs économiques, alors que le business va se réaliser sur le continent européen. Donc favoriser l'implantation de ces entreprises-là. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va retenir ce point. Donc, revenons plutôt à Interroute et donc Interroute France. Donc, vous en êtes le directeur général pour la France. Alors, Interroute, on vous présente soit comme un hébergeur, soit comme un spécialiste de la colocation, soit comme un fournisseur de services cloud. Il se trouve que vous venez d'ouvrir votre 17e, je crois, VDC, donc Virtual Data Center en bon français, à Stockholm. Vous avez aussi 31 centres. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu tout ça? Parce que je ne suis pas sûr que nos lecteurs en aient une idée très, très précise. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on en a ouvert 3 cette année de VDC. Stockholm est le dernier. On a ouvert Singapour et Istanbul. En fait, c'est plutôt marrant que vous nous traitiez d'hébergeurs, parce qu'en fait, notre métier de base, c'est opérateur de réseau de fibre. On est venu de là il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. On a créé, développé un réseau de 70 000 km de fibres partout en Europe. Ces fibres sont interconnectent des data centers. Donc il y en a certains qui nous appartiennent, qui sont en propre, et d'autres, on les relie, ce sont des partenaires, des fournisseurs, des clients, on relie ces data centers. Et donc on interconnecte, on est un des plus gros réseaux de fibres en Europe. Cette solution VDC, c'est Virtual Data Center, vous l'avez dit, c'est le noyau de notre plateforme IaaS, Infrastructure as a Service. Donc tous ces data centers, c'est 17, qui couvrent l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, principalement en Europe bien sûr, mais on couvre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, New York et San Francisco. On a aussi ouvert cette année à Singapour. Et l'Europe, c'est l'Europe étendue jusqu'à Istanbul. Cette plateforme IaaS fonctionne comme nos grands concurrents, à savoir qu'on vous a la possibilité d'ouvrir, de prendre une VM,
sélectionner le nombre de CPU, le nombre la quantité de RAM, la quantité de stockage, et de monter votre propre infrastructure sur ce data center, et la capacité de déplacer cette virtual machine, ce serveur, d'un data center, d'un VDC à un autre, tout ça sur notre backbone. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois clients significatifs? Parce que je ne sais pas si vous êtes finalement un généraliste ou si vous avez des services qui sont verticalisés ou vous avez une spécialité particulière. On n'a pas vraiment notre segmentation, elle n'est pas verticale. Oui. Elle est plutôt notre cœur de marché. Ce ne sont pas les grosses entreprises du CAC 40. C'est plutôt les ETI multinationales qui ont des problématiques et encore mieux multidomestiques, c'est-à-dire beaucoup de sites dans beaucoup de pays, et qui ont des problématiques internationales avec des problématiques de répartition de cette information, de leur système d'information partout dans le monde ou en Europe. Ce qui veut dire que vos clients peuvent être à la fois vos clients et des clients de vos partenaires. Alors tout à fait, c'est exactement, c'est ce qu'on met en avant au travers de notre plateforme digitale, c'est-à-dire que l'ensemble de notre infrastructure, on appelle ça notre plateforme digitale, qui permet aux entreprises multinationales, et quand je dis multinationales, c'est avec une présence forte dans différents pays à l'international, donc qui permet au système information de ces entreprises d'être répartis partout où ils le souhaitent, au plus proche de leurs utilisateurs, quel que soit leur moyen de connexion. Et cette plateforme digitale repose sur 3 piliers. Le réseau, dont on a parlé, le réseau de fibres. Là, finalement, vous commencez à présenter vos services, puisque Oui. C'était un peu le deuxième point que vous voulez aborder. Oui. Le réseau. Oui. Donc ça, c'est votre force, c'est notre cœur de métier. Voilà. Cœur de métier, bon, reviendrai là-dessus, mais aujourd'hui, 30 à 40% du trafic Internet européen transite sur notre réseau. Donc c'est quand même de très grosses capacités. 25 des 30 plus gros opérateurs sont clients de ce réseau, parce qu'on a beaucoup de capacités, on a une grosse capillarité européenne, et donc on est un acteur quasiment incontournable quand vous voulez avoir de la bande passante, de la fibre à un prix compétitif et avec une capillarité géographique importante. Donc le réseau, la plateforme VDC, donc une plateforme IaaS qui repose qui est interconnectée avec ce backbone, et ensuite des services de communication unifiée dans lequel on intègre une plateforme de voix, une plateforme de visio et tout un tas de services qui s'interconnectent avec cela. D'accord. Et alors, donc, je reviens à ma question. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples bon, ce n'est pas des sociétés du CAC 40, mais il y en a peut-être qui sont assez connues parmi vos clients. Alors, parmi nos clients, on a par exemple des gens comme des vieux clients comme Michelin Travel Partner, pour lesquels on héberge la totalité de la plateforme via Michelin. Voilà. Ça, c'est le client historique que l'on héberge, qui sont managés chez nous. On en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. D'accord. Alors, ce marché de l'hébergement, il est relativement émietté. Il y a beaucoup de fournisseurs. Il y a quelques ténors, mais malgré tout, les Européens sont assez peu présents. Bon, vous en êtes un porte-drapeau, mais derrière vous, il n'y a pas grand monde. Pas grand monde, ouais. Émietté, donc on va sans doute voir certainement une concentration de ce marché avec des rachats, vous avez parlé tout à l'heure dans un monde de brut, mais c'est un peu ce qui va se passer. Vous avez racheté récemment EasyNet. Comment vous voyez votre expansion à vous, c'est-à-dire votre propre développement? Est-ce qu'il va être fait en interne? Est-ce qu'il va être fait par d'autres rachats, sachant que votre présence est quand même très européocentrée? Ouais. Il va falloir vous développer à la fois sur le continent américain et puis en Asie-Pacifique. Donc comment vous voyez un petit peu les choses? En fait, il y a plusieurs niveaux. D'abord, on a toujours une volonté de croître. Notre business croît naturellement, c'est-à-dire organiquement. On conquiert des parts de marché, on gagne de nouveaux clients. On en perd quelques-uns, bien entendu, mais on en gagne plus que l'on en perd. C'est le marché qui est comme ça. Et la croissance, la vraie croissance, c'est la croissance organique.
Voilà, c'est la capacité Vos propres forces. à propre force, à faire valoriser, à valoriser votre propre infrastructure et à convaincre des clients de venir. Et vous avez de quoi la financer, cette croissance? Ça oui, ça sans aucun problème. Ensuite, après il y a des acquisitions qui sont, comme disent les Anglais, nos copains anglais encore une fois, sont des game changers. C'est-à-dire l'acquisition de ZNet est un game changer pour Interroute. Donc ça veut dire que ça change un peu la Ça change nature la de votre donne, activité. ça change la donne. Avec l'acquisition d'EasyNet, on a acquis de nouveaux clients, on a acquis de nouveaux services, des nouveaux savoir-faire, une belle population technique, donc qui renforce notre offre. Voilà. Ça aussi, il y a une complémentarité géographique, c'est-à-dire que Interroute, même si c'était un acteur dont le siège était en Angleterre, la présence sur le marché anglais d'Interroute était très faible par rapport à celle d'EasyNet. Donc aujourd'hui, on a vraiment en Angleterre une filiale anglaise. Et alors, évidemment, vous n'allez pas donner des noms, mais quelles sont les autres sociétés types qui permettraient justement de continuer dans cette notion de game changer dont vous avez parlé? En gros, qu'est-ce qui vous manque au catalogue pour vous étoffer et être un acteur plus global? Aujourd'hui, si on devait s'étoffer, se continuer notre développement par acquisition, ça serait plutôt sur un continent différent. Par exemple, les États-Unis. Voilà, c'est étendre notre présence. Aujourd'hui, on est quand même présent commercialement dans 35 pays. On est présent, on est capable de rendre du service dans 190 pays, puisque on a une autre capacité aussi, c'est d'aller négocier des partenariats avec. On a aujourd'hui des accords entre, ça change tout le temps, mais entre 300 et 400 opérateurs dans le monde. C'est-à-dire que connecter un client dans 190 pays, c'est facile pour nous. C'est quelque chose qui est industrialisé. Mais on n'est jamais aussi bon que quand on maîtrise bien l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc pour ça, il faut passer par des acquisitions pour compléter notre périmètre géographique. Dans cette expansion géographique, puisque c'est le point important, vous pensez que c'est plutôt du côté de l'Amérique qu'il faut d'abord aller, plus que vers l'Asie-Pacifique, pour ce qui vous concerne? En ce qui nous concerne, oui. D'accord. Et alors, donc, tout à l'heure, vous parliez de vos clients types qui sont plutôt des ETI que des gens du CAC 40. Oui. Est-ce que malgré tout, vous n'allez pas monter en gamme, si je puis dire, c'est-à-dire vous développer vers de gros clients qui ont finalement exactement les besoins que vous proposez à ces ETI multinationales? Oui, mais ces clients-là, ils ont deux défauts. Le premier, c'est qu'ils sont très gros. Et très gros veut dire qu'ils ont des équipes IT très importantes. Oui, et ça, c'est un défaut en quoi? C'est un défaut en quoi que finalement, ils ont les moyens de développer leur propre infrastructure ou de développer leur propre plateforme de cloud ou d'aller traiter avec des très gros. Nous, on s'adresse avec des gens qui ont un peu moins d'équipes en interne, ce qui nous permet, et ces gens-là ont besoin de conseils, d'accompagnement, dans la migration de leurs infras, dans la définition de l'architecture, etc. Et donc nous, on apporte vraiment une valeur à ces entreprises. Donc des services techniques que n'auraient pas ces sociétés, alors que les gens du CAC 40 ont tout ce qu'il faut. Exactement, exactement. Et j'allais vous dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais on a une facilité à faire du business avec des gens qui sont pas forcément de notre taille, ça peut être 3 fois plus gros, 4 fois plus gros, 10 fois plus gros, mais en tous les cas qui ont une vision commune du marché avec laquelle. Finalement, vous êtes un ETI aussi. Exactement, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est le premier opérateur indépendant en Europe. Oui. Mais notre cible, on va dire, c'est Colt, et Colt, ils sont à 1,4 milliard. Donc on a fait la moitié du chemin. Je trouve qu'on a une stratégie qui est plus complète que celle de Colt. Colt a arrêté il y a 2 ans la totalité de leur activité cloud, ils l'ont revendu. Alors que nous, on pense vraiment qu'il y a une opportunité d'intégrer l'ensemble de ces services. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parlez de IaaS, donc finalement, c'est des services de cloud public d'une certaine manière. Dans ce marché-là, il y a quand même 4 acteurs qui écrasent un peu tous les autres. Mais est-ce que vous pensez que vous avez vos chances dans ce marché-là avec On a nos chances sur notre segment de marché. Voilà, parce que les gros vont aller vers ces 4 gros. Ces 4 gros communiquent vers les gros, communiquent vers les gros, font des efforts commerciaux vers les gros, etc. Et toute cette partie
de clients qui sont ETI, industriels, avec, je vais dire pas peu de moyens, mais peu d'équipes qui ont besoin de support, etc., ne sont pas forcément la cible privilégiée de ce genre. Donc il y a une grosse bataille qui se fait à ce niveau-là. Et nous, on va travailler dans notre segment, dans votre catégorie à vous, catégorie à nous. Voilà. On ne joue pas en première division, on joue en deuxième division et on est content de jouer en deuxième division. Parce que si on est les premiers de la deuxième division, ça nous va très bien. Très bien. Bah écoutez, je pense que cette leçon de modestie sera appréciée par nos lecteurs. Gilles Fabre, merci beaucoup. Merci Gary. Merci bien.